laisser la parole à chacune d'entre elles, et puis un petit temps de débat. Et ensuite, on fera circuler des micros dans la salle. Si vous voulez réagir, si vous voulez poser des questions, voilà, ce que vous avez envie de partager, on aura un petit temps à midi pour ça. Alors peut-être Camille, on commence avec vous. Et l'idée, alors on a déjà eu bien sûr le théâtre qui nous a donné plein de pistes, mais c'était que vous puissiez nous redire quelques mots sur finalement c'est quoi le consentement, quelle définition on peut en donner. Alors le consentement, c'est quelque chose qui est assez essentiel et on est en train petit à petit de replacer au milieu d'un peu tout. On n'a pas forcément que au milieu des relations amoureuses et relations sexuelles, parce que c'est quelque chose qu'on va avoir avec les amis, avec la famille, avec les gens même autour de nous. Et c'est la possibilité d'avoir un endroit où on a le droit de dire non, sans qu'on soit culpabilisé, sans qu'on dise qu'on est nul, et qu'on entende ce non et qu'on n'insiste pas derrière. Merci. C'est aussi une question pour les classes, on l'a vu pour plein de choses. Des fois on se force un peu à prendre des choses dont on n'a pas envie, c'est vrai pour tout finalement. Tout à fait, alors c'est vrai au travail, c'est vrai dans les soins aussi, avec les personnes qui peuvent nous encadrer, qui peuvent nous accompagner. C'est aussi très vrai dans la famille, où on peut avoir des gens qui vont insister pour bien faire, pour essayer de nous faire sortir de notre zone de confort, par exemple, pour faire plaisir, alors que si on n'a que des personnes qui ne sont pas enthousiastes et qui n'ont pas envie de faire quelque chose, au final ça fait plaisir à personne. Voilà. Ou quand c'est pour ton bien. Et oui, alors c'est pour ton bien, on connaît bien celui-là, et heureusement, très souvent, on sait mieux que quiconque ce qui est bien pour nous, et l'avantage de banaliser le consentement et le respect du consentement, c'est qu'on banalise aussi le fait que les personnes parlent pour elles-mêmes, que si j'ai quelque chose à dire, je le dis moi, si je ne veux pas quelque chose, je le dis moi. Et si je ne peux pas le dire avec la parole? Alors, on a des gestes qui peuvent servir, on a le nom du doigt, on a le nom de la tête qui marche aussi. On peut s'accorder sur des gestes avec les personnes qui sont autour de nous, parce que des fois, sous la pression, on n'ose pas dire non, parce qu'on a peur, parce qu'on est inquiet, parce qu'on ne sait pas trop. Et on peut avoir des petits codes comme ça avec les gens qui nous connaissent bien et qui vont nous aider à appliquer le consentement et appliquer ce qu'on veut ou pas. On peut discuter en amont aussi, dire sur quoi on est inquiet. Le fait de nommer tout ça, ça permet aussi aux personnes qui sont autour de se dire que tout le monde n'est pas dans les mêmes situations, tout le monde ne marche pas dans les mêmes chaussures, et ça finit par donner quelque chose qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus confortable pour tout le monde, parce qu'on n'imagine pas les difficultés de la personne qui est à côté de nous, on ne peut pas les imaginer. Merci Camille. Nathalie, on voulait parler un petit peu avec vous de l'apprentissage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à dire non, et puis ça dès l'enfance, dès qu'on est tout petit. C'est un long parcours, enfin long peut-être pas, vous allez nous dire. Non, c'est pas un long parcours, en fait, c'est comme elle le disait tout à l'heure pendant le spectacle, c'est déjà commencer à ne pas obliger les enfants à faire des choses par politesse ou par convention sociale ou parce que c'est les codes, etc. En fait, tout petit, à l'âge qu'on appelle l'âge du non, vers 18 mois, 2 ans, on a tout de suite le réflexe de dire « on ne dit pas non à sa maman, on ne dit pas non à son papa, on ne dit pas non aux adultes, on dit oui, on écoute, on obéit. » En fait, non. Non. On a le droit de dire non. Quand on s'occupe d'un tout petit, il faut lui dire « tu as le droit de dire non, mais moi aussi ». Et on a le droit de ne pas être d'accord d'accéder à son non, mais en lui expliquant pourquoi et avec les bons arguments. Ça se négocie, tout se négocie toujours, même avec un petit bout de 18 mois, 2 ans. Et de toute façon, ils sont super forts en négociation en général, ils nous battent toujours. Et ça va être tout au long de notre vie. Il faut apprendre à dire non, il faut savoir choisir, comme elle disait tout à l'heure. C'est tout un apprentissage à faire, mais un apprentissage qu'une personne, qu'un enfant d'office
va le faire naturellement. C'est la réaction des adultes qui vont bloquer ce non et vont l'obliger à dire oui au fur et à mesure qu'il va grandir et à accéder à tout, à dire oui à tout, alors que nous, adultes, nous le mettons en danger. Et apprendre le consentement, c'est ça, c'est lui laisser la liberté de choisir ce qu'il veut. Nous avons des handicaps, quels qu'ils soient, mais nous avons tous le droit, que nous soyons verbaux ou non verbaux, le droit de choisir notre vie, choisir notre direction, choisir qui s'occupe de nous et choisir quand et comment. Une manière de faire très simple, on peut demander à mettre en place des images, des pictos, des photos ou même des signes tout simplement pour dire qu'on n'est pas d'accord. Je lève la main de telle manière, ça veut dire non, je ne veux pas. Je ne veux pas que ça soit telle personne qui fasse ma toilette parce qu'elle est trop brusque ou qu'elle fait des choses trop violentes, qui ne me plaisent pas, qu'elle n'est pas empathique. Je préfère telle autre personne, par exemple. Ça serait bien de mettre ça dans les institutions. Par exemple, il y a toutes les photos des personnes qui travaillent ce jour-là. Qui est-ce que tu préfères qui vienne faire ta toilette aujourd'hui? Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. Et tout ça, ça s'apprend dès l'enfance. Dès l'enfance, on peut apprendre à choisir, à savoir que notre corps nous appartient, à savoir que n'importe qui ne peut pas le toucher, même pour des soins, même pour notre bien-être, et on peut dire non. Voilà. Merci Nathalie, vous le disiez. Alors chez le petit, bah oui, à un moment donné c'est presque inné, mais quand on est adulte, on peut être adulte en situation de handicap ou pas, et pour autant pas savoir dire non ou être jeune adolescent, jeune adulte ou très vieux, enfin quel que soit l'âge en fait. Est-ce que ça s'apprend aussi à l'âge adulte et comment ça s'apprend? Eh bien, ça s'apprend. Alors, par exemple, moi, en plus d'autres petits soucis, je suis autiste. Et donc, il y a ce qu'on appelle des exercices d'habileté sociale. Ce sont des groupes où, justement, on apprend à faire des choses pour pouvoir communiquer avec les autres. Et c'est des systèmes de jeu, tout simplement, et qu'on peut faire, ça coûte pas cher, on utilise des images, des photos, etc. Et en fait, apprendre à dire non, ça s'apprend graduellement. On peut faire des petits exercices, comme elles ont fait avec les glaces tout à l'heure. Eh bien, vous faites la même chose. Vous avez, par exemple, des images de 6 choses que vous adorez, des images de choses que vous détestez. Vous avez 2 petites boîtes, une pour ce que j'adore et une pour ce que je déteste. Et donc, apprendre à choisir, savoir choisir ce que j'aime, ce que je déteste, c'est déjà un premier pas, une première étape. Et ainsi de suite, on va augmenter les choses au fur et à mesure de ces exercices et trouver d'autres choses à faire pour que ça en vienne dans le quotidien. Un autre exercice, ça pourrait être, donner le choix de ses loisirs ou de ses activités. Qu'est-ce que tu préfères dans le programme de ta journée? Bon, aujourd'hui, on avait prévu du sport. Ouais, bon, le sport, ok, des fois on aime, des fois on n'aime pas. Mais au moins avoir le choix. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu détestes? Est-ce que tu as le choix entre 2 activités de sport? Et tout ça, ça permet au fur et à mesure, jusqu'au moment où on arrivera à l'intimité, pardon, je ne parle pas dans le micro peut-être, à l'intimité, à la vie affective et sexuelle, en apprenant à connaître son corps, en apprenant à se connaître, à savoir ce qui nous fait plaisir ou pas, et dire qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce que j'adore, qu'est-ce que je déteste. Et ainsi de suite, on apprend petit à petit à accepter, à refuser les gens.
Et puis, on peut faire des jeux de rôle avec ses amis. Quelqu'un qui passe et qui dit, bah écoute, moi, je trouve que ça serait génial, tu pourrais pas venir avec moi ce soir, on va en boîte. Ouais, mais j'ai pas trop envie. Oh, bah si, j'ai envie d'aller en boîte, t'es fatigué, t'es toujours fatigué, etc. Si, viens. Et puis, ça serait bien de me faire plaisir et tout, il faut savoir faire des concessions. Donc, bah, souvent, on n'ose pas dire non, on va en boîte, et puis on est épuisé, on a mal à la tête, et puis des fois, ça peut se terminer plus mal suivant la personne en qui l'on est. Bah, c'est là, apprendre à se dire, moi, ce qui me convient, c'est de ne pas y aller. Je ne suis pas obligée de faire plaisir aux autres. Je ne suis pas obligée de faire plaisir à quelqu'un sous prétexte qu'il est mon ami ou sous prétexte qu'il dit qu'il m'aime bien. Eh bien, c'est là qu'on apprend à dire non. Il faut apprendre à dire non au fur et à mesure. J'ai un truc que j'aime pas, je dis non. Et ainsi de suite. Et en plus, on demande à la personne de savoir nous respecter tel que l'on est. Elle doit prendre en compte notre vulnérabilité, notre fatigabilité, tout ce qu'on a lorsqu'on est porteur de handicap. Et petit à petit, eh bien, un jour on dira non pour telle chose, et ainsi de suite. Bon, après, je ne vous dis pas de dire non à tout, histoire de s'entraîner. Quoique ça peut être rigolo, hein. Qui sait? Oh, aujourd'hui, ça va être la journée du non. Bon, je vais dire à mon mari, dès le réveil le matin, ça sera non à tout. Au petit déjeuner, au câlin, au travail, tant mieux. Je dis non à tout pour le plaisir de dire non. Mais rien que pour voir si ça fonctionne. Mais au moins, ça nous entraîne. Mais pas toute la journée quand même. Oui, c'est un vrai entraînement, hein, quand même. C'est un travail intensif. Hein. Merci. Dominique, on voulait parler aussi un petit peu avec toi. Alors ça a été dit dans la conférence de théâtre de la Compagnie du Savon Noir, mais il y a aussi un cadre légal, un cadre juridique, des lois qui nous disent ce qu'il est possible ou pas de faire, et puis aussi des sanctions qui sont prévues, notamment quand on ne respecte pas ce consentement. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors, le problème de la loi, c'est qu'elle ne dit pas ce que c'est que le consentement. Dans la loi, dans le code pénal, dans le code civil, on ne dit pas c'est quoi le consentement. Ce qu'on dit en matière de sexualité, c'est que s'il n'y a pas consentement, c'est une agression sexuelle. Mais du coup, ça ne nous dit pas ce que c'est que le consentement. Donc c'est un peu compliqué. Mais après, donc vous l'avez déjà dit, hein, tout le monde l'a dit, le consentement, c'est quand on accepte quelque chose, quand on accepte de faire quelque chose. Et donc effectivement, quand on n'accepte pas des relations sexuelles, alors il va y avoir des sanctions, par exemple en cas de viol. Donc le viol, c'est quand on a des relations sexuelles non consenties. Et il va y avoir aussi des sanctions quand on touche les gens sur les parties intimes sans que l'autre soit d'accord. Ça veut dire mettre une main aux fesses, mettre une main sur les seins, mettre les mains sur le sexe. C'est une agression sexuelle. Et c'est puni de 5 ans de prison, donc vous voyez que c'est quand même pas rien. Et si c'est sur une personne en situation de vulnérabilité, c'est 7 ans de prison, une main aux fesses. Donc vous voyez que c'est quand même pas rien. Une main aux fesses quand on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord. Parce que des fois on est d'accord. Parce que Mathilde a raison. Souvent on me dit, parce que je fais des formations auprès des professionnels et puis auprès des personnes accompagnées, j'en ai déjà eu quelques-uns d'entre vous en formation, ah mais ça on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Et moi je dis, en fait dans la loi, il y a peu de choses qui sont interdites. Ce qui est interdit, c'est avoir des relations sexuelles avec des enfants, quand on est un adulte. Ce qui est interdit, c'est d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de sa famille ou avec un professionnel. C'est-à-dire qu'un éducateur, il ne peut pas avoir de relations sexuelles avec le travailleur de l'ESAT. Après, si le travailleur de l'ESAT, il part de l'ESAT ou le professionnel, il s'en va et qu'ils sont d'accord, eh ben c'est possible. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peu de trucs interdits. J'ai oublié, avec les animaux aussi, c'est interdit. Mais à part ça, on a à peu près le droit de tout faire si l'autre est d'accord. Alors après, il va y avoir des règles aussi. On ne peut pas le faire dans les lieux publics. Ça s'appelle de l'exhibition sexuelle. C'est interdit aussi.
on ne peut pas le faire, donc on le fait dans l'intimité, on le fait dans un endroit privé, dans sa chambre, dans une chambre d'hôtel, dans un endroit où les autres ne nous voient pas. Mais sinon, si l'autre est d'accord, on peut à peu près faire tout ce qu'on veut. Si l'autre est d'accord. Et là, c'est bien la question, depuis ce matin, on n'arrête pas de vous le dire, c'est la question du consentement. Après, une petite précision aussi, le consentement, c'est au moment de l'acte. C'est-à-dire qu'après, si vous regrettez d'avoir couché, eh ben, les regrets, si vous étiez d'accord au moment où vous l'avez fait, c'est pas une agression, d'accord? On a le droit de regretter, de dire oh ben, j'aurais pas dû, mais si sur le moment on était d'accord, c'est pas une agression. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est pas parce que c'est difficile à prouver le consentement que il n'existe pas. Notamment les professionnels, des fois ils me disent oui mais c'est des personnes qui sont handicapées et qui ne parlent pas. Mais c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne peut pas dire qu'on est d'accord. Il y a d'autres façons de dire qu'on est d'accord. Camille, elle l'a dit, on peut faire un pouce, on peut faire... Et puis après, on voit aussi si la personne, elle est contente, elle est souriante, ou alors si au contraire, elle va avoir une réaction de recul. Donc c'est pas parce qu'on ne peut pas parler qu'on ne peut pas communiquer. Et ça, c'est vraiment important parce que nous, on nous dit, mais les personnes qui ne parlent pas, qui sont en femme ou en masse, elles ne peuvent pas avoir des relations sexuelles parce qu'elles ne peuvent pas consentir. Ben, en fait, il y a d'autres moyens de dire qu'on est d'accord que de le dire en disant « oui, je suis d'accord ». En fait, tout le monde peut consentir, mais le truc, c'est d'avoir le mode d'emploi, quoi, de savoir bien observer, regarder, écouter. Hein, on l'a vu aussi dans le théâtre, des fois un bruit, un gémissement, un son ou une façon de se tenir, ça peut être le signe je suis d'accord ou pas d'accord. Il n'y a pas que la parole. C'est ça. On le disait aussi, les tout petits, ils vont pousser quand ils veulent pas d'un truc, même s'ils parlent pas. C'est pas parce qu'ils parlent pas qu'ils peuvent pas dire je suis pas d'accord. Et ben une personne qui est handicapée et qui peut pas parler, elle va avoir d'autres moyens de dire qu'elle est d'accord ou pas. Et c'est pas parce qu'on parle pas qu'on peut pas être d'accord. Parce que sinon, ça serait quand même, ça voudrait dire que toutes les personnes qui peuvent pas parler, elles n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Ah, c'est que ça serait quand même pas terrible. Camille, vous vouliez réagir? Alors, c'est surtout que je voulais ajouter que si on avait un doute, parce que parfois observer la personne, c'est pas toujours facile. On n'a pas les mêmes façons de réagir, et puis on peut aussi faire semblant d'être content, on peut faire semblant d'être à l'aise, parce que c'est ce qu'on nous a appris à faire. Si on a le moindre doute, il ne faut pas hésiter à demander à la personne « Est-ce que tu es d'accord pour ça? Est-ce que tu as envie qu'on continue? Est-ce que tu veux qu'on essaye autre chose? Est-ce que ça te tente toujours ?» Il vaut mieux poser la question et la poser 15 fois qu'oublier de la poser et faire beaucoup de mal à quelqu'un. Tout le contraire des films, quoi. C'est ce qui était dit tout à l'heure. Exactement. Des films et des séries. Et je voudrais aussi rajouter quelque chose. Il y a une expression très connue, enfin, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, qui dit « qui ne dit mot consent ». Eh bien, c'est faux. Il faut vous rayer cette expression de la tête. Qui ne dit mot ne consent pas. C'est pour consentir qu'il faut dire un mot, pas le contraire. Et quelqu'un qui ne parle pas, qui ne répond pas, soit parce que il a un malaise ou qu'il n'ose pas parce qu'il a peur, ou même si vous ne dites rien, ça ne veut pas dire que vous consentez, que vous êtes d'accord. Qui ne dit mot, dit non. Voilà, il faut partir de ce constat-là. Et au moins, ça changera beaucoup de choses. Oui, c'est le contraire. Le contraire du proverbe. Voilà. Qui dit rien, ne dit pas oui. Qui dit rien, dit non. Comme ça, on n'est pas sûr, c'est non. C'est ça. J'ai bien compris. Merci, mesdames. Ce que je propose, c'est qu'on laisse la parole un peu à la salle. Pour voir voilà, s'il y a des réactions, des questions. On a encore normalement nos deux actrices, j'en vois au moins une aussi, qui sont encore là, voilà, toutes les deux. Donc on peut aussi échanger avec elles sans problème. N'hésitez pas à lever la main si certains d'entre vous voilà, veulent prendre la parole, poser une question, dire quelque chose. Je vois qu'il y a un monsieur en bas. Mais peut-être que je ne vois pas tout le monde. Je vois deux monsieur.
On a des collègues qui vont arriver. Elle vous est passée devant sans vous voir. Elle va redescendre. Elle redescendra. Ça lui fait faire sa gym. Merci Dominique. Moi, je voulais juste vous dire, parce qu'en fait, la personne qui ne parle pas, mais il faut qu'il soit aidé, parce qu'en fait, il faut que la personne qui l'aide, il faut qu'elle, je ne sais pas comment elle peut faire pour voir si elle peut ne pas être d'accord ou d'accord, parce qu'une personne qui ne parle pas, c'est quand même difficile, quoi. Donc, Alors, en fait, une personne qui ne peut pas consentir, il y a plusieurs choses. Soit elle ne peut pas parce que physiquement, elle n'a pas la capacité de, et donc c'est là qu'on va avoir les gestes. On peut utiliser des pictogrammes, notamment avec le système de feu tricolore, c'est-à-dire que le vert, tout va bien, c'est OK. L'orange, je ne suis pas bien sûre de ce qui se passe, et le rouge, on arrête tout. Ou alors, elle ne peut pas parce qu'elle a peur, elle est tétanisée, et là, en fait, on va tout arrêter. Il y a beaucoup d'autres façons de dire oui que d'utiliser la voix, parce qu'on n'a pas tous la possibilité d'utiliser la voix dans tous les moments. Il y a des moments où la parole se couple, et il y a des moments où on l'a juste, enfin, simplement pas. Et dans ces moments-là, on peut utiliser les gestes qui fonctionnent très bien. Pour dire non, donc on a le non avec le doigt, on peut utiliser le claquement de doigts aussi, si on sait claquer les doigts, parce que ça fait un bruit. Et donc en fait, si on a une personne en face qui n'est pas forcément en train d'écouter, le fait de claquer des doigts, de faire tomber ses clés, de faire beaucoup de bruit, ça marque le fait qu'on n'est pas d'accord. Ou au contraire, on peut se dire, si je suis avec quelqu'un qui n'arrive pas trop à dire non, et ben ça va être de demander à chaque fois, est-ce que tu es d'accord pour ça? Ou alors, si on sait qu'on n'arrive pas à dire non, de demander aux personnes, ou alors de demander aux personnes qui nous accompagnent, de dire aux autres personnes, j'ai besoin qu'on me demande à chaque fois si je suis d'accord. C'est hyper important pour moi. Alors moi, je suis père de famille, le consentement avec les enfants, c'est quand même compliqué aussi. J'y fais pas mal de gaffes. Et il faut arriver à comprendre que quand on a des enfants, ben, il faut aussi, les enfants, ils sont sûrs, et des fois, ils n'ont pas forcément envie qu'on leur dise telle chose, telle autre chose. C'est pas toujours facile non plus d'être parent et de répéter le consentement de ses enfants. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas facile sur le consentement des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est pas toujours simple à gérer, je sais, et que parfois ils disent non, et puis pourtant il y a des choses à faire et tout ça, mais en fait, il faut essayer de leur expliquer le plus possible et peut-être en parler en amont, peut-être prévenir les choses, ça dépend de la situation. Par exemple, l'enfant qui ne veut pas mettre ses chaussures le matin pour aller à l'école, peut-être que c'est peut-être essayer d'en parler au moment où il n'y aura pas le conflit. C'est-à-dire de prendre un temps calme pour pouvoir ensuite parler avec l'enfant et voir ce qui lui pose souci. Oui, vous faites la grimace, je sais que c'est pas simple, mais il peut vraiment essayer de trouver Après, ça dépend de l'âge de l'enfant. Après, si je peux me permettre, Nathalie, pour compléter, on n'est pas en train de dire que ça veut dire de dire oui à tout, que ce soit des enfants, que ce soit à son partenaire sexuel, que ce soit un ami ou autre. Si je prends l'exemple des enfants, vous leur proposez de manger des chips, de boire du jus tous les jours à tous les repas, je pense qu'on aura le consentement, ça, pas de souci. Mais le consentement est un préalable avant de manger des chips, ça on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant que parent notamment, ou quand on est dans un couple, l'autre va dire oui parce qu'il y a eu consentement. Il faut quand même que ça soit voilà, des deux côtés. En fait, effectivement, c'est pas dire oui à tout, mais c'est quand même noter et dire qu'on a entendu le non.
Moi, souvent, c'est ce que je disais à mes enfants quand ils étaient petits, ou même je travaillais en crèche, je travaillais 20 ans avec les petits. Et de lui dire, oui, tu as le droit de dire non, tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais moi, je t'explique pourquoi à ce moment-là, je sais que tu as faim, je sais que voilà, tu préférais manger, si on parle des chips, voilà, mais ce n'est pas bon pour ta santé, et donc je te donnerai ça. Ce qui n'empêchera pas qu'un autre jour, où ça sera plus la fête, où on ira pique-niquer, ce jour-là, tu auras des chips. Mais pour le moment, je ne t'oblige pas à manger, mais tu peux au moins goûter. Mais il faut au moins noter qu'on entend le non. Et qu'on en tient compte, mais expliquer pourquoi on n'accepte pas la demande. Voilà. Après, Nathalie, elle avait pris un bon exemple quand on a préparé cette journée. Il y a une différence entre faire mettre les chaussures à quelqu'un et puis quand on a un enfant de le forcer à faire une bise à la grande-tante qui a de la moustache. C'est que c'est quand même pas la même chose. C'est qu'il y a des choses, les chaussures pour aller dehors, ça se négocie avec eux, mais forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas du tout, c'est quand même autre chose. Hein. C'est que la bise à la grande-tante, s'il dit non, on entend qu'il ne veut pas. Voilà. Surtout si la grande-tante, elle pique. On a une autre demande du côté de Pauline. Oui, bonjour, moi je suis éducatrice dans un établissement IME avec des mineurs et majeurs. Et la grosse question actuelle, c'est de savoir ce que l'on peut permettre de faire au sein d'IME sans réussir vraiment à percevoir s'il y a réellement consentement ou pas. Enfin voilà, quel poids on peut... Voilà. Alors, quelle est notre place, quoi. Déjà sur les mineurs, un enfant, un ado, pardon, qui soit handicapé ou pas handicapé, il a des hormones qui bouillonnent. Donc quand on dit c'est des mineurs, donc il n'y a pas de vie amoureuse et sexuelle, c'est peut-être là où il y en a le plus. Donc il faut arrêter de dire que parce qu'on est en IME ou en ITEP, c'est pas une question de la vie amoureuse et sexuelle. Donc ça c'est quand même déjà la première chose. Si c'est librement consenti, on en revient toujours à cette question. Ce qui est interdit, c'est entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur de plus de 18. Ça, c'est interdit. D'accord? Et c'est interdit entre un mineur de moins de 18 ans et, je revois des mots un peu compliqués, une personne ayant autorité. Une personne ayant autorité, c'est quelqu'un, c'est un éducateur, c'est un institut, c'est un prof, c'est un beau-père qui vous donne des ordres, pour le dire un peu... Et du coup, où on se dit, il ne peut pas refuser. Donc ça, c'est interdit. Après, la question, c'est entre, effectivement, si vous avez un mineur de 17 ans et un majeur de 20 ans, si c'est librement consenti, ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles. Légalement, je dis. Après, la question, c'est comment on fait pour savoir s'ils étaient d'accord ou pas. C'est que la question, on ne va pas interroger avec les parents à côté, parce que forcément, devant papa et maman, on va dire « Ah ben non, en fait, je ne voulais pas, il m'a forcé ». Donc voilà. Et c'est après comment vous le travaillez dans vos établissements avec les personnes concernées, de leur dire ce qu'on n'arrête pas de dire depuis ce matin, ça prend le consentement. Mais c'est de leur dire qu'ils ont le droit de dire non, qu'ils peuvent dire oui. Expliquer quand même sur les relations sexuelles, c'est pas que... Alors je vais te donner des détails techniques, hein. C'est pas que la pénétration d'un sexe dans un autre sexe, c'est aussi dans la bouche, c'est aussi... voilà, donc je suis désolée, mais vous me demandez, alors je réponds. Hein. Donc, et c'est aussi une relation sexuelle de mettre son sexe dans la bouche de quelqu'un, et ça on a le droit de dire non aussi. Mais on a le droit de dire oui si on est d'accord. Alors, il y a aussi autre chose qui fonctionne très bien, parce qu'on sait qu'en interdisant quelque chose, on n'empêche pas la chose d'exister. Donc, c'est pas en interdisant les relations sexuelles qu'elles s'arrêtent, au contraire, elles commencent à être cachées. Et c'est là où on a des agressions, c'est là où il y a danger exactement, c'est là où on a des risques au niveau de la santé sexuelle, donc des risques d'infection, des risques avec des chlamydia, par exemple, ou diverses
joyeuseté qu'on peut attraper quand on ne se protège pas. Et donc en faisant des petits ateliers pour comprendre ce qu'est le consentement. Alors par exemple, les ateliers qui se font et qui marchent bien, c'est des ateliers où on apprend à accueillir le non. C'est-à-dire qu'on a une personne qui nous dit non, et ce qu'il va falloir, c'est remercier cette personne et lui dire merci beaucoup de m'avoir dit non, merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir confié ton nom. Pour valoriser ce non, il va y avoir aussi des ateliers autour de tout ce qui est violence banalisée. Donc justement, ça va être du chantage affectif, ça va être de négocier pour que la personne dise oui. Et en fait, en donnant des éléments pour repérer toutes ces situations qui sont problématiques, en entretenant le lien de confiance qu'on va avoir entre les personnes et les encadrants, les encadrantes, les soignants et les soignantes, en favorisant la communication autour, c'est là que vous allez pouvoir repérer les situations qui sont problématiques et les situations qui sont dangereuses. Mais ça demande énormément de prévention en amont, c'est beaucoup d'éducation aussi autour de ce que ça implique de dire oui, ce que ça implique de dire non. Pour compléter ce que vient de dire Camille, moi je vois beaucoup de règlements de fonctionnement dans les établissements où c'est mis, il est interdit d'avoir des relations sexuelles. Ben en fait, c'est pas interdit. On ne peut pas interdire d'avoir... Ce qui est interdit, c'est les agressions sexuelles. Et y compris dans un établissement où il y a des mineurs, on ne peut pas interdire les relations sexuelles. On interdit les agressions sexuelles. Et puis j'en ai parlé en introduction, on a la chance d'avoir une agence régionale de santé qui soutient un programme régional de formation justement pour les professionnels qui a lieu tous les ans. Là, c'est une session dans le secteur adulte, mais on ne va pas tarder à ouvrir les inscriptions pour le secteur enfant. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir dans chaque établissement, service médico-social, des références, ça c'est une obligation, sur la vie affective et sexuelle, mais aussi qu'on forme des animateurs de groupes d'éducation à la sexualité, parce que la clé, elle est là quand même, dans l'éducation affective et sexuelle, qui est obligatoire à l'école, qui est obligatoire aussi quand on est scolarisé en dehors de l'école, même si tout le monde devrait être. Pauline, au milieu là, je crois. Excusez-moi. Voilà, madame. J'ai une petite question. L'abandon, parce qu'en fait, je vais vous expliquer, c'est l'abandon d'un enfant et l'abandon de son compagnon. C'est très compliqué de dire, de voir la personne dire non, en fait. Comment on peut trouver la question? Alors, quand quelqu'un vous dit non, ça ne veut pas dire qu'il vous remet en cause en tant que personne. Déjà, ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Quand quelqu'un dit non, c'est qu'une personne fait un choix, et ce choix, il ne regarde que cette personne. Ça ne veut pas dire que vous avez moins de valeur. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on pense que vous êtes incompétent, ou en fonction des domaines pour lesquels on dit non. Le non est très difficile à entendre parce que depuis petit, on nous apprend que quand on dit non, c'est qu'on rejette la personne à qui on dit non, alors que ça, c'est pas vrai. Déjà, il faut faire tout un travail là-dessus et comprendre qu'une personne qui dit non, c'est une personne qui nous fait confiance avec notamment ses émotions. Et quelle est la situation pour travailler là-dessus? Alors, vous pouvez soit voir pour vous faire accompagner avec notamment un travail avec un ou une psychologue qui peut vous accompagner là-dessus. Vous pouvez en parler avec des médecins, avec des soignants, avec votre famille. Il y a les ateliers dont je parlais tout à l'heure pour apprendre à accueillir le non qui donne aussi de très très bons résultats. Et en faisant tout ce travail avec des personnes qui sont professionnelles et qui savent accompagner dans ces domaines-là, c'est quelque chose qui donne des résultats en plus assez rapidement et qui fait énormément de bien à l'estime de soi. C'est pas parce qu'on vous dit non que ça diminue la personne que vous êtes, pas du tout. Alors on va prendre 2 ou 3 questions max, je sais qu'il en reste beaucoup et nous on va faire attention à faire des réponses très rapides, très courtes. Parce on est 3 bavardes, alors 3 minutes. Alors j'ai une question de ce côté-là. Bonjour, je suis au foyer pour personnes handicapées et je trouve que c'est compliqué de dire non quand un professionnel vient s'occuper de toi pour te faire prendre ta douche ou te donner à manger ou n'importe quoi.
que ça va être compliqué de dire non à ce professionnel parce que après on est mal vu si on dit non et puis voilà. Alors effectivement, c'est toujours compliqué de dire non à un professionnel qui est là pour nous faire nos soins, parce qu'en plus on a l'impression qu'on va l'embêter, qu'on lui fait perdre du temps, et on nous fait croire tout ça. On nous fait croire qu'on est méchant si on dit non, qu'on est là pour causer des problèmes, qu'on ne comprend pas ce qui est bien pour nous. Tout ça, c'est pas vrai. Et pour que ce soit plus facile de dire non, il faut que vous ayez dans l'équipe soignante des gens qui vous aident quand vous dites non, et qui vous croient et qui acceptent votre non. Et ça, malheureusement, vous, à votre niveau, à part en parler avec votre équipe, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que vous ne pouvez pas forcer les gens à faire un travail sur eux pour qu'ils entendent votre non. Mais vous avez le droit de dire, là j'ai dit non, et la personne n'a pas respecté mon non. Et c'est important de pouvoir le dire, c'est important d'avoir des personnes à qui vous pouvez dire, qui vont vous croire, qui vont vous faire et qui vont vous aider. Et vous avez les éducateurs, ils ont des chefs. Hein. Vous avez le droit d'en parler au chef aussi. Et d'aller voir le chef de service ou le directeur en lui disant « je ne suis pas d'accord pour telle ou telle chose ». Et vous ne serez pas mal vu. Il y a un truc, je ne sais pas si on en a parlé, qui s'appelle l'autodétermination. C'est que vous avez le droit de choisir ce qui vous concerne vous. Mais les professionnels, des fois, ils ont un peu de mal à entendre. C'est vrai. Ils se bouchent les oreilles, ceux qui sont là. Il y a le conseil de la vie sociale aussi. Et il y a le CBS aussi. Il y a les personnes qualifiées, enfin, il y a des choses qui existent. Oui, du côté de Nastasia. Ah non, Nathalie, pardon. Oui, je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Je vous comprends tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas simple de dire non quand on est dépendant d'une personne et que cette personne, elle peut parfois par certains gestes mal le prendre ou même nous faire payer, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué et c'est ce que nous essayons de combattre à notre niveau, au niveau des associations, au niveau de tout ce qu'on fait. Et c'est peut-être des choses qu'on ne voit pas tout de suite dans l'instant présent, mais j'espère que ça changera au fur et à mesure, que les mentalités vont changer et surtout que les institutions ont plus de moyens pour avoir plus de professionnels, pour plus se retrouver assujettis à ce genre de dépendance. Et en tout cas, je vous soutiens de tout cœur. Deux dernières interventions du côté de Pauline, puis du côté de Nastasia, et on s'arrêtera là. Bonjour tout le monde. Moi, j'étais en tant que violeur. J'ai violé une fille il y a 3-4 ans. Et je regrette d'avoir fait cette bêtise-là. Et du coup, j'étais à la gendarmerie de Nevers. Et j'ai été entendu par un commissaire. J'ai répondu à toutes ces questions, j'ai tout dit la vérité. Parce que sinon, si je ne répondais pas à toutes ces questions, je finirais en prison. Du coup, là, ça fait pas mal de foyers que je fais depuis ma naissance. Parce que mes parents, ils étaient très violents envers moi et ma soeur. Et du coup, je regrette d'avoir fait cette bêtise-là à l'époque. Alors merci de nous en avoir parlé. C'est déjà quelque chose d'en parler, c'est quelque chose qui est très courageux et qui n'est pas facile. Ce qui est important, c'est de savoir si entre-temps vous avez trouvé des petits trucs pour vous assurer maintenant que vous allez respecter le consentement des personnes qui sont autour de vous. Et vous avez aussi le droit de dire je ne sais pas bien quand c'est pas d'accord, j'ai besoin que ce soit dit très clairement, ou alors je préfère qu'il y ait toujours une troisième personne qui soit présente avec nous pour s'assurer que tout se passe bien. On a le droit de demander à avoir en permanence une personne témoin pour s'assurer de ce qui se passe parce que des fois on oublie des choses. Malheureusement ça arrive.
Une dernière prise de parole, madame. Et puis cet après-midi, vous aurez l'occasion aussi dans les ateliers, sur les stands, voilà, de discuter, de poser des questions. Donc ce n'est que le début. Oui, excusez-moi. Il y a une dizaine d'années à peu près de ça, j'ai été violée. D'avril à novembre, mais seulement celui qui s'est occupé de moi, façon de parler, n'a eu que 3 ans de prison, 2 fermes et 1 avec sursis. Comme vous aviez dit tout à l'heure, c'était normalement 15 ans de prison. Lui, il n'a que copé 3 ans de prison, dont 2 fermes et 1 avec sursis. C'est 15 ans maximum. Et je suis d'accord avec vous, c'est que ce qu'on dit dans les procès, c'est que souvent les peines, elles ne sont pas assez lourdes. Effectivement, c'est 15 ans maxi, et 3 ans, ça fait quand même beaucoup moins que 15 ans. Mais ça va être horrible ce que je vais vous dire, mais déjà il a été condamné. Donc je trouve que ça a été très courageux de votre part d'aller quand même jusqu'à la plainte, le procès, tout ça. Donc, mais vous avez raison, c'est pas très juste que les condamnations soient si faibles. Merci à toutes les 3. Merci, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci à vous. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle pourrait intéresser une personne de votre entourage? Alors, n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et si vous voulez en voir d'autres et suivre ma chaîne, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié de chaque nouvelle sortie. À bientôt sur le monde de Tis.